Ligier est un véritable pilier historique du sport automobile tricolore. Ces voitures bleues sponsorisées par Gitane au numéro 26 et pilotées par des pilotes français devenus des légendes, ça marque. Voilà à peu près 3 ans que j'ai envie de faire cette vidéo et j'ai enfin trouvé le temps et surtout la motivation pour le faire. Et je suis très content de vous le présenter. Voici l'histoire de Ligier. Bonne vidéo. L'histoire de Ligier débute avec son fondateur éponyme, Guy, qui a eu plusieurs vies. Guy Ligier est né le 12 juillet 1930 à Vichy et c'est un garçon qui aura du mal à trouver sa voie. Orphelin à l'âge de 7 ans, Guy suit une formation de boucher avant de devenir entrepreneur dans les travaux publics. Mais ça ne le passionne pas vraiment et c'est là que le sport entre dans sa vie. Guy Ligier va devenir rugbyman avec un bon niveau. Évoluant au poste de talonneur, il ira même jusqu'en équipe de France B. Après le rugby, c'est l'aviron. Guy devient même champion de France en 1947 avant de s'intéresser au sport mécanique via la moto. Il débute sa carrière de pilote et deviendra champion de France 500 en 59 et 60. Pour référencer, le MotoGP à l'époque, c'était le 500, donc c'est pas mal. Et c'est à ce moment-là que Guy va trouver sa vocation, le sport automobile, qu'il pratiquait déjà en parallèle de la moto. Ligier va toucher à plusieurs catégories, tourisme, grand tourisme, prototype, rallye, monoplace, un vrai couteau suisse. En 64, le Vichysois roule en Formule 2 et découvre également les 24 heures du Mans au volant d'une Porsche 904. Avec Robert Bucher, il remporte la catégorie GT 2 litres. Les années qui suivent, Guy roule avec des Ford GT40 avec des noms prestigieux comme Maurice Trintignant ou Joe Schlesser, un ami proche. Par ailleurs, Guy remporte quelques courses d'endurance ainsi qu'un titre de champion de France des rallyes. Et en 1966, Guy débarque en Formule 1. Au volant d'une Cooper Maserati, il est difficile de briller, mais il atteint par 2 fois le top 10. 10e à Brandzach et 9e à Zandvoort. L'année suivante, il débute avec sa Cooper avant de passer sur une Brabham Repco BT20 toujours engagée à titre privé. Et il réalise son meilleur résultat en Formule 1, 8e lors du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring. Ce qui lui vaut 1 point car il est classé 6e. Et oui, à l'époque, au Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, il n'y avait pas assez de Formule 1 engagés, le plateau était beaucoup plus réduit qu'à l'habitude. Du coup, les Formule 2 étaient invitées et elles roulaient en même temps que la Formule 1, sauf qu'elles ne pouvaient pas marquer des points. Donc en terminant 8e et avec 2 Formule 2 devant, t'enlèves les 2 Formule 2, Guy il passe 6e. 1 point. Ligier était un bon pilote, mais pas le meilleur. Il n'ira pas plus loin que 12 Grands Prix en F1. En revanche, Guy est un entrepreneur et il s'associe avec son ami Joe Schlesser en 68 pour créer une équipe de F2. Au volant d'une McLaren M4A, Guy va rouler avec son ami Joe Schlesser. Mais durant l'été 68, il se passe un drame. Joe, pilote très apprécié, se voit confier la nouvelle Honda Formule 1 lors du Grand Prix de France à Rouen-les-Essarts. Malheureusement, cette voiture capricieuse envoie le Français dans le talus en début de course. La Japonaise s'embrase et emporte Joe Schlesser. Choqué par le décès de son ami, Guy raccroche le casque et s'accroche aux rêves qu'ils avaient en commun. Durant ces années, Ligier avait créé une entreprise de travaux publics. Ligier Travaux Publics. Après ce funeste Grand Prix de France 68, Guy en délaisse sa gestion et va se concentrer sur un nouveau défi, celui de devenir constructeur automobile. Durant l'année 69, il construit sa première voiture qui est prête in extremis pour sa présentation au Salon de Paris la même année. Voici la JS1. JS pour Joe Schlesser. Châssis par Michel Tétu et carrosserie par Pietro Fua. Cette GT débarque au Critérium des Cévennes 69 avant de se lancer pleinement en compétition en 70. Faisant au passage sortir Guy Ligier de sa retraite. Le fondateur reprend du service et retrouve les 24 heures du Mans au volant de sa JS1 en compagnie de Jean-Claude Andruet. Malheureusement, le duo se retire. Les performances sont bonnes, mais le moteur Ford est décevant. Cette JS1 cède rapidement sa place aux JS2 et JS3 plus aboutis, et il ne reste plus qu'un seul exemplaire de cette première Ligier. Si la JS2 est une GT comme l'était la JS1, la JS3 est une véritable barquette et Ligier se fait la main et engage des pilotes prometteurs. Patrick Depailler ou Jacques Lafitte sont de beaux exemples. Les succès mettent du temps à venir, mais cette équipe reçoit du soutien. En 1974, Ligier remporte sa première victoire, les 4 heures du Mans. De plus, en fin d'année, Guy prend définitivement sa retraite de pilote. En réalité, 1974, c'est l'année où Ligier passe un cap. Ils sont plus assidus dans le championnat et commencent à vraiment se montrer. D'ailleurs, aux 24 heures du Mans,
Jacques Laffite et Alain Sarpadji prennent la 8ème place au général. C'est pas mal. Si Ligier passe un cap en 74, 75 est d'un tout autre calibre. C'est le véritable virage de l'écurie Ligier. Depuis plusieurs années, l'écurie Matra de Jean-Luc Lagardère portait haut l'étendard tricolore en sport automobile, que ce soit en Formule 1 ou en endurance. Avec Jackie Stewart, Matra est devenu le premier constructeur et motoriste français à décrocher un titre de champion du monde. S'en est suivi 3 années de domination au double tour d'horloge Monceau, victoire en 72 avec Henri Pescarolo et Graham Hill, puis doublé Pescarolo-Larousse en 73 et 74. Mais en 75, Matra n'est plus là et Guy va récupérer quelques bons éléments de ce constructeur français, comme par exemple Gérard Ducarouge, sans oublier le sponsor principal, le cigarettier Gitane, régi par la CETA. SEITA, l'organisme qui gère les tabacs en France. Et ces derniers veulent entrer en Formule 1. Et Guy y réfléchit. Il ne faut pas se précipiter, mais les résultats de 75 sont très encourageants. En effet, la JS2, toujours elle, réalise de très bonnes courses et termine même 2ème des 24 heures du Mans avec Jean-Louis Lafosse et Guy Chasseuil. Un excellent résultat. 1975 est donc la dernière année de Ligier en endurance avant de se jeter dans le grand bain des Grands Prix. Durant l'année 1975, la JS5 voit le jour, designée par Gérard Ducarouge embarquant un moteur Matra V12 3 litres, et il faut dire que cette voiture ne va pas passer inaperçue avec son immense prise d'air. Cette voiture bleue arborant le numéro 26 et le fameux Gitane va être pilotée par le champion d'Europe de Formule 2 en titre, Jacques Laffite. Côté français, on soutient bien évidemment cette équipe déjà connue des passionnés. La Schtroumpf Car semble prête et débarque au Brésil pour la première manche de la saison 76. 11ème en qualification, la boîte de vitesse rend l'âme durant la course. Cela dit, les performances de cette jeune voiture sont convaincantes. Laffite réalise de belles qualifications et inscrit les premiers points de l'écurie Ligier dès le 3ème Grand Prix avec une 4ème position. L'histoire est lancée et le meilleur reste à venir. Dès le Grand Prix d'Espagne, le bonnet phrygien est supprimé et la JS5 se comporte de mieux en mieux. Derrière les intouchables Ferrari et McLaren, il y a Lotus, Tyrrell et Ligier qui ramène sa fraise à plusieurs reprises. La recette semble simple, un bon pilote, un bon moteur, un bon ingénieur, de l'argent et un leader. Facile en fait. Si l'on se fie au début de Ligier dans la catégorie, on pourrait le croire. Dès sa 5ème course, la numéro 26 de Laffite décroche son tout premier podium avec une 3ème position. Et le pilote français espère bientôt remporter sa première victoire. Jacques s'en rapproche avec une 2ème place en Autriche, circuit rapide où le V12 Matra peut s'exprimer. Autre circuit rapide, Monza. Et Ligier ne fait pas semblant au temple de la vitesse, car Laffite décroche tout simplement la pole position. Malheureusement, il en manque un peu pour la victoire, mais c'est une 3ème place. Avec de bons résultats et une identité visuelle proche de ce que connaissait la F1 avec Matra, Ligier s'intègre rapidement dans le paysage. Le conflit Fisa-Foca pointe le bout de son nez et dans cette guerre de contrôle, Guy Ligier soutient les légalistes. Pas surprenant en vue des relations intimes qu'entretient le Vichystois avec certains politiques français, et ça, il saura s'en servir. Déjà en 76, la télévision française était quelque peu réticente à l'idée de diffuser des grands prix où des publicités pour les cigarettes étaient omniprésentes. Et ça, les politiques voulaient éviter. Sauf que Ligier est sponsorisé par Gitane et la CETA, la société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. Ça la fout un peu. Du coup, il a fait pression pour pas perdre. Tout ça pour dire que Ligier est rapidement devenu un poids sportif et politique en F1. En bref, une écurie qui compte. 8ème du championnat pilote 76 et 6ème à égalité avec le 5ème au constructeur, les ambitions de Ligier sont grandes en 77. Gérard Ducarouge et Michel Beaujean ont sorti des ateliers la nouvelle JS7 et Matra arrive avec une évolution moteur. À la base, Jean-Pierre Jarier devait rejoindre les Bleus avec une 2ème voiture, mais faute de moyens, Godasse de plomb ne vient pas. Les débuts de cette 2ème saison sont délicats. La JS7 n'est pas encore au point et Laffite fait de son mieux. Pas le meilleur technicien, le français parvient malgré tout à régler sa voiture avec son équipe et ensemble, ils parviennent à retrouver le haut du classement. 5ème et 2ème en qualification à Long Beach et à Jarama, les points ne sont pas loin. Puis vient le Grand Prix de Suède à Anderstorp. 8ème en qualification, Ligier trouve des solutions pour le dimanche et Laffite prend le meilleur temps du warm-up. Malheureusement, Jacques prend un mauvais départ et tombe 11ème, mais la voiture se comporte bien. Laffite est à l'aise dedans et remonte progressivement. À la mi-course, le français est 2ème derrière Andretti. L'américain a un bon matelas et n'a plus qu'à gérer. Ligier est donc sur le point de prendre son tout premier podium de la saison. Mais chez Colin Chapman, on n'a pas mis assez d'essence et Mario s'arrête à 3 tours du but. Laffite prend donc les commandes de la course et offre à lui-même ainsi qu'à Ligier sa première victoire en Formule 1. Il s'agit de la première victoire d'une voiture française équipée d'un moteur français et pilotée par un pilote français. Et Guy n'est même pas là. Il n'a pas fait le déplacement. Et à l'image de Johan Zarco il y a quelques semaines, il n'y a pas de Marseillais sur le podium. Les organisateurs n'ont pas trouvé le disque de la Marseillaise.
Du coup, à capella quoi. Et ouais, dommage, il faudra regagner pour avoir son jour de gloire. Le Grand Prix suivant est en France et le public tricolore se prend à rêver d'une victoire Ligier à Dijon-Prenois. Bon, c'est seulement une 8ème place. Laffite retrouve cependant les points à Silverstone et au Japon, sans oublier sa 2ème position au Grand Prix des Pays-Bas. De plus, pour la dernière manche à Fuji, une 2ème Ligier est alignée avec Jean-Pierre Jarier. Au final, si Ligier a obtenu sa première victoire en Grand Prix, il y a quelques points perfectibles dans cette saison 77. Des points que Ligier compte bien corriger en 78. Malheureusement, en début de saison 78, Ligier apprend que Matra ne sera plus là en 79. Malgré tout, toutes les parties prenantes entendent capitaliser sur les efforts des 2 premières saisons, et il faut dire que c'est encourageant. Durant cette saison, Lotus prouve que les Wingcars sont l'avenir, et Ligier travaille sur une GS9 qui fera office de transition. En attendant, bien que n'ayant pas les armes pour battre les meilleurs, Ligier fait une saison correcte avec une belle régularité, un point qui leur faisait défaut en 76 et 77. Laffite entre régulièrement dans les points et décroche 2 podiums. Il retrouve sa 8ème place au championnat. La JS9 a montré que Ligier était sur la bonne voie et l'équipe semble prête pour faire un bond en avant en 79. Mais avant de passer en 79, faisons un détour en 2023 car nous sommes en décembre. Et en décembre, c'est le mois des calendriers de l'Avent. Oui, c'est le sponsor Oli. Oli, cette marque de boissons qui débarque de Berlin et qui vous offre des gammes de produits avec divers avantages. Plus sain, plus efficace, plus écologique et plus économique. Vous connaissez la chanson à force. Et c'est votre dernière chance de tenter l'expérience des calendriers de l'Avent. 2 options, le calendrier découverte où vous trouverez des produits énergie, AST et hydration, ou alors le calendrier Squad où vous trouverez des goûts inédits. Profitez-en. Sinon, je vous invite à aller voir leurs différentes gammes de produits via le lien en description. Et si vous ne savez pas quoi choisir, je vous invite à prendre le pack découverte. Servez-vous des 2 codes promo, le circuit qui vous offre 10% de réduction et le circuit 5 qui vous offre 5 € sur votre première commande. Merci à Oli de me faire confiance, merci à vous de jouer le jeu et on retourne en 79 avec Ligier. Il y a du changement important chez les Bleus en 79. La JS11 à moteur Ford Cosworth voit le jour et il s'agit de la première Ligier à effet de sol. De plus, la CETA a rallongé le budget de Guy qui peut donc se permettre d'engager une 2ème voiture. Jacques Laffite est donc rejoint par l'Auvergnat Patrick Depailler, victorieux lors du Grand Prix de Monaco 118. L'écurie semble plus complète que jamais et les premiers tours de roue de cette nouvelle voiture sont très encourageants. Effectivement, dès la première manche en Argentine, les 2 Ligier monopolisent la première ligne. Laffite en pole position devant Depailler. Si l'Auvergnat chute au 4ème rang, Jacques Laffite réalise tout simplement le hat-trick avec la victoire et le meilleur tour en course en prime. Incroyable. Et ça ne s'arrête pas là. La concurrence est épatée, certes, mais ce n'est rien en comparaison avec Interlagos 2 semaines plus tard. Une nouvelle fois, Laffite et Depailler monopolisent la première ligne, mais cette fois-ci, ils réalisent le doublé. Le premier doublé français de la Formule 1. Laffite décroche tout simplement ce week-end-là son unique grand chelem. Ligier et Laffite dominent la Formule 1 et caracolent en tête des 2 championnats. Alors pourquoi pas? Oui, surtout que Ligier joue de ses relations pour obtenir des soutiens et que Gitane vient de reposer un chèque sur la table. Malheureusement, ce début de saison de rêve laisse place à de la frustration. Les voitures sont toujours rapides, en témoignent les pole positions de Laffite en Espagne et en Belgique, ainsi que quelques podiums. Mais les problèmes arrivent, beaucoup de problèmes mécaniques. Cela dit, Patrick Depailler offre à Ligier sa 3ème victoire de la saison lors de la course à Jarama. À Jarama. Mais ça va rester isolé, les Ferrari reprennent l'avantage. Puis Ligier doit céder face aux Williams et aux Renault. Les Bleus ne parviennent pas à développer leur JS11 aussi bien que leurs adversaires. Enfin, leurs adversaires ne développent pas la JS11, ils ont leur propre voiture à développer. C'est évident. Pire, Ligier perd son pilote Patrick Depailler. Le Clermontois a été victime d'un accident de deltaplane. Il faut donc un remplaçant. La filière Elf pousse pour propulser le jeune pilote de F3 Alain Prost, mais Gitane préfère un pilote expérimenté. Jean-Pierre Beltoise est évoqué, mais le vainqueur du Grand Prix de Monaco 112 envoie encore à Guy de ne pas lui avoir donné le volant pour 76. Henri Pescarolo est évoqué, tout comme James Hunt, mais la situation est délicate après son départ de Wolf. Puis c'est historiquement un pilote Marlboro. Finalement, Guy Ligier choisit Jackie Hicks qui va donc découvrir les F1 à effet de sol. Les performances sont en dents de scie et irrégulières, mais Jacques Laffite se démène et parvient malgré tout à offrir à Ligier 3 troisièmes places consécutivement, ce qui lui permet de clôturer la saison à la 4ème position du championnat. Ligier est quant à elle sur le podium avec la 3ème place du championnat constructeur. Ah, il y a de quoi avoir quelques regrets après un début de saison parfait. Mais ça reste une belle saison pour ce constructeur de l'Allier. Pour maximiser ses chances en 80, Guy promeut Laffite au rôle de numéro 1, ce qui fait fuir Depailler qui ne veut pas être le porteur d'eau de Jacques. Ainsi, Guy Ligier se tourne vers le jeune pilote prometteur Didier Pironi. La voiture de 1980 est une évolution de celle de 79 et les performances sont là d'entrée de jeu.
même s'ils abandonnent en Argentine. Mais les points arrivent dès le Brésil avec une 4ème place pour Pironi, suivi d'un double podium à Calami. Lafitte 2ème devant Didier. Le jeune Pironi offre à Ligier sa 5ème victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Belgique à Zolder. Pour le pilote, c'est sa toute première victoire en F1. Ce dernier enchaîne avec sa première pole position lors de la course suivante à Monaco. Puis Lafitte se remet dedans et retrouve les podiums ainsi que la victoire lors du Grand Prix d'Allemagne. Un Grand Prix endeuillé par la disparition de Patrick Depailler quelques jours plus tôt. Durant cette année 80, le conflit FISA-FOCA bat son plein et Ligier est plutôt partagé. C'est un team privé et ses intérêts vont naturellement du côté d'Eccleston et des garagistes de la FOCA. Mais le problème, ce sont les relations que Ligier entretient avec l'État français ainsi qu'avec son sponsor Gitane. Puis il faut rappeler que Renault n'apprécie pas d'être battu par un privé et que si Guy ne veut pas perdre ses précieuses faveurs de l'État français, il doit la jouer fine. Au final, Guy ira où bon lui semble en fonction des problématiques de ce conflit, un électron libre. Puis, bonne nouvelle pour l'écurie française, Talbot s'associe avec eux. Talbot rachète 49% des parts et Matra annonce son retour avec un V12 pour 81. L'avenir s'annonce radieux. Bref, les deux pilotes clôturent la saison en marquant régulièrement des points et en montant sur les podiums. Ils offrent carrément le titre de vice-champion des constructeurs à Ligier. Certes, à des années-lumière de Williams, mais c'est très bien. Côté pilote, Lafitte est de nouveau 4ème juste devant Pironi. Parlons-en de Pironi d'ailleurs. Le français a impressionné en Formule 1, mais a également été déçu du comportement de Guy. Ce dernier peut être rigide et explosif et Didier a accepté de rejoindre Ferrari. Guy était en furie lorsqu'il a appris ça. Pour 81, Guy Ligier va donc récupérer l'excellent metteur au point, Jean-Pierre Jabouille. Malheureusement, le Grand Blond est victime d'un terrible accident au Canada en fin de saison, un accident sévère qui l'éloigne des circuits. Guy est patient et il dit à son futur pilote de prendre le temps nécessaire pour revenir. Quant au beau-frère de Jabouille, Lafitte, il se tient prêt pour une 6ème année consécutive avec les Bleus. Durant cette période, les moteurs turbo pointent le bout de leur nez et il faut s'en méfier. Ligier espère que le logo Talbot et surtout son nouveau moteur Matra V12 leur permettront de résister à cette nouvelle technologie. Cette saison sera assez particulière pour Guy. Dans la 26, Lafitte fait de son mieux pour marquer des points même si le début de saison 81 est assez compliqué, ce qui détériore les relations entre Gérard Ducarouge et Guy Ligier. Dans la 25, Jarier assure l'intérim de Jabouille qui revient à tâtons. Malheureusement pour le Parisien, cet accident l'a trop atteint et il n'a plus la même dextérité. Il est finalement remplacé par Patrick Tambay. Après un début de saison calamiteux, la JS17 fait un bond en avant à partir de la Belgique et Lafitte score ses premiers points de la saison avec une 2ème place avant de terminer 3ème à Monaco et de prendre la pole position en Espagne. Ça va mieux et ça fait plaisir. Malheureusement pour les Bleus, le teigneux et très adroit Gilles Villeneuve se sert magnifiquement de la puissance de son turbo pour tenir Lafitte et ses adversaires à distance. Ce sera une 2ème place pour Ligier. Autre bonne nouvelle pour les Bleus, François Mitterrand a été élu président de la République et c'est Guy Ligier en personne qui lui a servi de chauffeur. Les deux hommes sont très amis et c'est de bon augure pour le Vichysois et son équipe. En moins joyeux, c'est durant l'été 81 que Guy Ligier remercie Gérard Ducarouge. Celui qui est présent depuis le lancement du programme F1 de la marque était un véritable chef d'orchestre, une personne clé qui sera difficile de remplacer. Guy ne le sait pas encore, mais il vient de commettre une grosse erreur. Après un milieu de saison compliqué, Jacques Lafitte revient en force lors du Grand Prix d'Autriche en prenant sa 5ème victoire en carrière. Puis vient le Grand Prix du Canada, avant-dernière manche de la saison. À Montréal, Jacques Lafitte réalise une masterclass. Lui qui était beaucoup critiqué pour ses réticences sous la pluie réalise un récital. Même si Gilles Villeneuve lui vole la vedette, Jacques offre à Ligier sa 8ème victoire en Formule 1. Mais surtout, Jacques s'offre une possibilité de sacre à Las Vegas, dernier Grand Prix de la saison. Certes, les conditions sont grandes car Reutemann et Piquet sont l'un devant, 6 et 5 points. À l'époque, c'était beaucoup. Bon, au final, le calcul il est simple. Pour que Jacques soit champion du monde, il faut qu'il gagne la course et espérer que les autres ne soient pas à telle ou telle position. C'est mal engagé, mais il y a quand même un espoir. Et avant cette finale quittant l'habituel détendu Jacques Lafitte, Guy Ligier annonce son 2ème pilote pour 82. Et surprise, ce n'est pas un Français, même si son niveau dans la langue de Molière est plutôt correct, bah c'est pas un Français. Et c'est la première fois que c'est pas un Français. D'où ma réaction de « c'est pas un Français ». Alors, non, c'est pas le premier non-français à piloter une Ligier, hein, parce que Jackie X, bah, il est belge. Et je sais très bien qu'il est belge, hein, c'est juste que j'ai oublié qu'il y avait Jackie X. Voilà, du coup, Eddie Cheever, hein, qui prend donc la place de Tambay, c'est pas le premier non-français à prendre part un Grand Prix avec Ligier. Voilà. En effet, Patrick Tambay n'a jamais donné satisfaction à Guy Ligier. Le Français n'a pas réussi à trouver la solution et termine son passage en bleu par un effroyable accident lors du Grand Prix de Las Vegas. Il détruit sa GS17 mais s'en sort miraculeusement. Du côté de la numéro 26,
Lafitte réalise une belle course et remonte jusqu'à la 4ème place, mais ce n'est pas assez. Il n'y aura pas de titre mondial pour Jacko, qui soit même doublé par le vainqueur du Grand Prix Alan Jones. Pour la 3e année consécutive, Jacques Lafitte termine 4ème du championnat. De même que Ligier qui termine derrière Williams, Brabham et Renault. Bien évidemment, les Bleus espèrent le titre en 82, mais ils vont vite se rendre compte que ce sera compliqué. L'âge d'or de cette équipe est terminé. Après plusieurs saisons à jouer les podiums, Ligier va chuter en 82. La nouvelle GS19 n'apporte guère satisfaction et les pilotes restent longtemps avec la GS17 évoluée. De plus, Matra et Talbot se tirent la bourre sur la possibilité d'un moteur V6 turbo. Il faut un turbo pour gagner dorénavant et les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Ligier se retrouve à espérer un moteur suralimenté pour 83. Eddie Cheever prend la mesure de Jacques Lafitte et décroche à Zolder son premier podium. L'Américain ne s'arrête pas là et enchaîne avec une 2ème place à Détroit et une nouvelle 3ème place à Las Vegas. De plus, Lafitte réussit son Grand Prix d'Autriche en terminant 3ème. Dit comme ça, on dirait que c'est pas mal, mais en réalité, il y a beaucoup d'affaires délicates hors piste. La JS19 a été déclarée illégale à cause de ses jupes. Ce concept osé, développé par Jean-Pierre Jabouille, s'avéra décevant car elle n'a pas pu être exploitée à 100%. Jurisprudence Lotus 88. De plus, Balestre a interdit les jupes aérodynamiques pour 83. D'ailleurs, le feuilleton a duré plusieurs semaines, mais il n'y aura pas de moteur V6 turbo Matra en 83. Oui, parce que pour construire ce moteur, Matra a besoin du support de Talbot, désormais associé à Peugeot. Et Jean Todt, le président de Peugeot Talbot Sport, préfère investir son argent ailleurs que chez Ligier, et l'association s'arrête à la fin de l'année 82. Ainsi, Guy tente des choses désespérées avec ses relations pour obtenir un foutu moteur turbo, ou même carrément obtenir des moteurs Renault, mais la régie ne veut pas motoriser plus d'équipes. Ce sera donc un pauvre V8 Ford Cosworth. De plus, Jacques Lafitte annonce son départ de l'écurie française pour retourner chez Williams. Une fin au goût amer pour cette belle aventure très fructueuse. Puis Eddie Cheever s'en va également, l'Américain rejoint Renault. Récapitulons, Ligier a perdu son directeur technique Gérard Ducarouge. Ils ont perdu Matra et Talbot, donc les principaux soutiens, et ils ont perdu leurs deux pilotes. Ça fait beaucoup. 81 semble bien loin. Mais tout n'est pas noir car en libérant Cheever pour Renault, il peut négocier un moteur turbo aux losanges. Vous l'avez compris, Guy est teigneux et il a bien raison parce qu'il pourra obtenir les moteurs Renault pour 84. Bon, vous avez compris que c'est pour 84 il y a l'espoir. Pour 83, c'est perdu d'avance. En fait, c'est carrément un retour à zéro. Ligier est redevenue indépendante et les nouveaux règlements techniques rendent visuel ce nouveau départ. La JS21 de Michel Beaujean voit le jour et c'est un concept quasi zéro ponton. Jean-Pierre Jarier débarque finalement à plein temps chez les Bleus et à ses côtés, on retrouve Raoul Boesel, auteur d'une saison honorable en 82 chez March. Bon, on ne va pas tergiverser, c'est une très mauvaise saison. La performance n'est pas au rendez-vous, la fiabilité est aléatoire et les pilotes font des erreurs. Résultat, pour la première fois de son histoire, Ligier ne score aucun point durant la saison. Les bonnes nouvelles sont en coulisses avec l'officialisation du partenariat avec Renault pour 84. De plus, Gérard Ducarouge a quitté Alfa Romeo et il pourrait donc revenir. Sauf que, spoiler, il ira chez Lotus. Côté pilote, les relations sont très mauvaises avec Jarier et Boesel n'est pas au niveau attendu. Guy essaie alors de ramener Lafitte, mais ce dernier compte bien aller jusqu'au bout de son contrat avec Williams. Alors les Bleus testent Reutemann et Jabouille qui veulent revenir. Deux pilotes d'expérience de la décennie précédente de plus de 40 ans, certes. Ça fait de l'expérience, mais là, Ligier a surtout besoin d'étincelles. Bien vu, du coup, ce sera Andrea De Cesaris et le français François Hainaut. Alors, on parlait d'étincelles, mais pas au sens littéral. Pour 84, il y a l'espoir. Les finances sont là avec Gitane et Lotto, et les pneus Michelin ont été obtenus à moindre frais, et les moteurs Renault V6 Turbo débarquent. Et la 5ème place de De Cesaris au 2ème Grand Prix de la saison nourrit beaucoup d'espoir, mais les Bleus vont vite déchanter. Hainaut manque d'expérience et De Cesaris ne trahit pas sa réputation. Il n'y aura qu'un seul autre point de marqué car les pilotes font beaucoup d'erreurs et la fiabilité n'est pas là. Puis la JS23 n'est pas assez bonne pour faire des miracles. C'est frustrant, puis il y a des histoires extra-sportives comme la disqualification en France. Oui, De Cesaris a fait les essais avec un instincteur vide et il a donc été disqualifié. Sauf que Guy Ligier n'a pas du tout apprécié et il est monté à la direction de course péter un scandale, tel un rugbyman dans une générale. Heureusement, le ciel va s'éclaircir pour Ligier. Pour
Pour 1985, Ligier perd Michelin qui se retire de la compétition et malheureusement pour eux, ils n'auront pas de Goodyear mais des Pirelli, réputés moins performants. Cela dit, il y a de quoi sourire car Guy a réussi à faire revenir Jacques Lafitte, le pilote historique de l'équipe. Mais ce n'est pas tout, Gérard Larousse devient le team principal de l'écurie et Michel Tétu revient chez les Bleus. Ce dernier ne peut transformer la GS23, mais il l'améliore et ça devient la GS25. Abracadabra. Et dès la première course, Lafitte prend la 6ème position. Il est de retour. Bon, tout n'est pas rose, car il y a pas mal de soucis et quelques erreurs, mais cette saison 85 est bien meilleure que les 3 dernières. Ligier endigue les problèmes et se restructure pour avoir une base plus saine afin de retrouver sa place. De Cesaris prend même une belle 4ème place à Monaco, tandis que Lafitte termine une nouvelle fois 6ème. Puis à Silverstone, alors qu'il partait 16ème, le Français renoue avec le podium avant d'enchaîner avec un 2ème consécutif en Allemagne. Le retour des Bleus fait plaisir à voir. En moins bon, Andrea De Cesaris arrive à bout de la patience de son employeur avec un terrible crash sur l'Österreichring. Leur collaboration s'arrête là, enfin là. Il reste au Grand Prix suivant, parce que Ligier ne trouve pas de remplaçant, mais sinon il est remplacé par Philippe Streff qui débarque chez les Bleus. Retour d'un duo 100% français et à Adélaïde, dernière manche de la saison, les Ligier naviguent à la 2ème et 3ème position. Mais Philippe ne comprend pas bien le panotage et croit être 2ème à chasser Lafitte en tête. Alors que l'équipe comptait figer les positions, Streff attaque comme un damné son équipier. Les deux hommes se touchent dans l'entame du dernier tour, mais parviennent malgré tout à terminer tous les deux sur le podium. C'était chaud. Pour 86, Ligier aligne 2 vieux dans la voiture. Lafitte est toujours là à 42 ans, il est rejoint par René Arnoux. Mais les vieux vont montrer qu'ils sont encore capables d'aller très vite, et de plus, la GS27 est performante. Et très belle, soit dit en passant. Dès le premier Grand Prix au Brésil, il se qualifie 4ème et 5ème. Arnoux conserve sa 4ème position le dimanche, mais Lafitte fait mieux avec la 3ème position. Un sacré début de saison. Arnoux et Lafitte confirment et scorent des points. Puis vient le Grand Prix de Détroit. Week-end qui commence très mal, les voitures se comportent vraiment pas bien, l'équilibre est pas bon, bref, il n'y a pas de performance. Sauf que le samedi, une solution de dernière minute est trouvée et les pilotes se qualifient 4ème et 6ème. Les deux Français ont beaucoup de rythme et menacent les favoris. Malheureusement, Arnoux s'accroche bêtement et doit renoncer. Lafitte est le dernier espoir de victoire, mais Senna est trop loin. Il termine malgré tout 2ème entre Ayrton Senna et Alain Prost. À 42 ans, c'est pas mal. Mais ce début de saison remarquable ne dure pas. Quelques semaines plus tard, à Brandzach, Jacques Lafitte est victime d'un grave accident au départ qui lui brise les jambes. C'est une fin de carrière en F1 pour le Français. C'est triste, et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Ligier n'était pas sûr de conserver Renault en 86 lorsque la régie a augmenté les tarifs. Les relations se ternissent entre les deux entités françaises et la situation s'envenime davantage en 86. Renault snobe totalement Ligier et Tyrrell. Guy n'apprécie pas du tout et il comprend rapidement qu'il n'est plus dans les petits papiers du losange. L'alliance va droit dans le mur. La deuxième partie de saison 86 est bien plus terne, comme si le retour au premier plan de Ligier n'était qu'une parenthèse. Philippe Alliot rejoint les Bleus dans la numéro 26 du héros de l'équipe. Arnoux réalise malgré tout 2 4ème places coup sur coup entre Brandzach et Hockenheim, mais les Bleus sont moins performants. Alliot prend un ultime point pour l'équipe lors du Grand Prix du Mexique. Cela dit, Ligier parvient à négocier un partenariat exclusif avec Alfa Romeo pour 87. Encore un faux espoir? Bah disons que les moteurs Alfa Romeo, ils ont pas une bonne réputation. Quoi d'autre? Gérard Larousse s'en va. Il en a marre de Guy Ligier et de son attitude, il va donc monter sa propre structure pour 87. Voilà comment s'achève la saison 86. Fermez la parenthèse. La saison 87 de Ligier démarre bizarrement. Parce qu'en fait, elle démarre pas. Alors, elle démarre pas. En fait, ils sont pas là pour la première course. Parce qu'en fait, durant les essais de pré-saison, ils ont trouvé que le moteur Alfa Romeo était vraiment catastrophique. De plus, la firme italienne ne veut plus jouer. Alfa Romeo a été racheté par Fiat et ces derniers ne veulent pas d'autre engagement en Formule 1 que celui de Ferrari. Du coup, Alfa Romeo a dénoncé ce contrat de 3 ans, 2 semaines avant le début de la saison. Bilan, Ligier n'a pas de moteur et ne sont pas là au Brésil. Et durant le mois qui sépare le Brésil d'Imola, Guy parvient à signer un partenariat avec Megatron qui prépare des moteurs BMW. Bref, cette saison 87 va donner le ton à ce nouveau et triste chapitre de Ligier. René Arnoux inscrit l'unique point des Bleus en Belgique. Pierre-Carlo Ghinzani n'est pas largué en termes de rythme, mais les points ne s'ouvrent pas à lui. Puis la fiabilité est désastreuse en fin de championnat avec 5 doubles abandons consécutifs. L'intrigue de la saison est de savoir comment Ligier va rebondir. Et au final, c'est similaire aux dernières années, c'est une question de moteur, et Guy veut retrouver Renault. Oui, il a vite changé d'avis. Malheureusement pour les Bleus, c'est Williams qui obtiendra les faveurs de la régie pour le retour en 89. Ligier signe alors un partenariat avec Judd pour 88.
Pour la deuxième année consécutivement, Ligier repart de zéro. Guinzanet est remplacé par Stefan Johansson, donc 2 pilotes expérimentés chez les Bleus, mais malheureusement, c'est une année blanche. En effet, la saison 88 est gangrénée par des soucis de fiabilité. Seuls 2 top 10 à se mettre sous la dent, il y a de quoi désespérer. Mais durant cette saison, il y a un gros changement dans la vie de Ligier qui s'apprête à déménager. Jusqu'alors, Ligier était installé à Brest dans l'Allier et va maintenant déménager à Manicourt dans la Nièvre. C'est une entente en grande partie politique. François Mitterrand a été député de la Nièvre et facilite ce transfert qui a pour but de redynamiser la région, ainsi que de transformer le tracé de Manicourt en circuit de Grand Prix. Circuit qui servira dorénavant de piste d'essai pour les Bleus. D'ailleurs, les nouveaux ateliers de Ligier à Manicourt ont été équipés par la société de Nick Wirtz, Simtech Research. Donc des ateliers dernier cri qui donnent de l'espoir aux Bleus. Mais pour cela, il faudrait un moteur. Et un ingénieur. Oui, parce que Michel Tétu a décidé de quitter l'équipe. Heureusement, Guy Ligier a approché Franck Dernier, le bras droit de Patrick Head chez Williams. Oui, mais ce dernier ne donnera pas suite. Difficile d'être Ligier dans cette période et l'attitude parfois trop bouillante de Guy n'aide pas. Dans une situation désespérée, Ligier tente de reprendre Gérard Ducarouge, mais ce dernier refuse. Il a encore en travers de la gorge son éviction de 81. Du coup, ce sont les concurrents Larousse qui les récupèrent. Inutile de vous dire que 89 s'annonce déjà difficile. Par chance, merci les relations, Gitane et Lotto sont toujours là. Pour cette année 89, Arnoux est rejoint par le Toulousain Olivier Grouillard, donc un vieux de 41 ans qu'on dit fini et un jeune inexpérimenté. Mais bon, les moteurs Ford Cosworth donnent une plus grande satisfaction aux Bleus qui parviennent à retrouver les points. Les Arrois prend la 5e position du Grand Prix du Canada et le Toulousain la 6e place en France. 3 points seulement, c'est loin des objectifs de Ligier. En revanche, c'est beaucoup mieux que le nul de 88. Et également mieux que 90 où les Bleus ne scorent aucun point. Arnaud a tiré sa révérence et Grouillard a été remercié. Ainsi, c'est Alliot qui revient et Larini qui débarque. Mais la JS33B n'est pas bonne du tout. Les pilotes sont loin en termes de performance. Pire, à la mi-saison, Ligier tombe dans la cruelle phase de préqualification en lieu et place de Larousse qui réalise une superbe saison. Mais il y a quand même du positif dans cette saison 90, et encore une fois, ça se joue en dehors de la piste. Vous l'avez compris, s'il y a un aspect où Ligier a un gros point fort, ce sont les relations. En 86, Ligier crachait sur Renault qui les snobait. Mais le Vichysois a très vite regretté les moteurs du Losange. Ces derniers sont revenus en 89 avec Williams et une exclusivité. Et durant l'année 90, Guy chante au gouvernement son refrain patriotique et agite le drapeau français. Ainsi, il obtient des moteurs Renault pour 92. Mais il ne compte pas passer 91 en observateur éloigné comme en 90, et il fait une petite magouille pour obtenir les moteurs Lamborghini de Larousse, tuant au passage les espoirs de l'écurie de Gérard. Sachant que Larousse lorgnait était même plutôt avancé dans les discussions avec Renault. Pour terminer ces histoires politiques, il y a également le transfert du Grand Prix de France du Paul Ricard à Manicourt. Voilà une bonne chose pour l'écurie nivernaise. Le duo de pilotes est de nouveau changé pour 91. Alliot et Larini laissent leur place à l'expérimenté Thierry Boutsen et au jeune prometteur Eric Comas, champion de F3000 en titre. Mais cette année s'annonce encore comme une saison de transition. En effet, Ligier n'a pas de grand ingénieur pour se pencher sur la voiture et les moteurs Lamborghini laissent à désirer. Il y a peu d'espoir, à l'image de 88 et 90, Ligier ne score aucun point. Malgré tout, les 2 pilotes ont fait un travail respectable et sont entrés 10 fois dans le top 10. Un léger manque de réussite assez cruel. Cela dit, Franck Dernier accepte finalement de rejoindre Ligier et Gérard Ducarouge revient. Il y a de l'espoir et oui, ça fait répétitif, mais avouez tout de même que là on est plutôt pas mal. De plus, de grands noms pourraient rejoindre Ligier en 92 comme Nelson Piquet ou Alain Prost. Alain et Guy ont d'ailleurs été au cœur d'un fantasme d'une écurie 100% française avec Renault et Michelin. En réalité, Prost a été très proche de signer avec Ligier, mais ses attentes étaient trop grandes et son engagement avec Williams pour 93 l'a encouragé à prendre une année sabbatique. Et de son côté, Guy voulait faire de Prost son associé avant de se retirer. Mais j'en parlerai plus en détail de cet épisode assez particulier. Bref, en 1992, Ligier et Renault sont de nouveau associés et les 2 pilotes ont été reconduits. Cette saison est censée être le renouveau pour Ligier et même si la progression est timide, ça va un petit peu mieux pour les Bleus. Comas prend la 6e place au Canada et offre à Ligier son premier point depuis 89. Il entrera 2 fois dans les points avec notamment une 5e place. 5e place que prendra Boutsen à Adélaïde.
Ligier a retrouvé les points et avec une stabilité sur le tandem châssis-moteur, il est possible de se projeter, même s'il faut bien avouer que cette écurie a été fragilisée par plusieurs années délicates. Et cette fragilité a attiré les convoitises de certains comme Dams et Jean-Paul Driot qui sont mis sur les rangs pour acheter l'écurie de Manicourt. Mais le projet n'était pas assez sérieux. En revanche, celui de Ron Dennis et Mansour Roger l'est beaucoup plus. En fait, McLaren va perdre ses moteurs Honda en fin de saison et il cherche désespérément des top moteurs. Renault en fait partie. En rachetant Ligier, McLaren mettrait la main sur les moteurs du losange. Là où ça bloque, c'est sur les carburants. Renault est intimement lié à Elf, alors que McLaren roule avec Shell. Mais après plusieurs années d'échecs et une volonté de restructurer l'équipe, Guy Ligier cède sa place au terme de la saison 92. À 62 ans, le fondateur de cette écurie qui dépasse les 250 Grands Prix tire sa révérence et va se concentrer sur le département constructeur de voitures sans permis. Ligier est donc racheté par l'ancien propriétaire d'AGS, Cyril de Rouvre. Si dans l'organigramme de l'écurie il n'y a pas de changement, côté pilote, la paire est totalement renouvelée. Pour la première fois de l'histoire de Ligier, il n'y a pas de pilote français. En effet, Martin Brundle et Mark Blundell, deux Anglais, prennent place dans les voitures bleues. Et il faut dire que ça paye. Ces deux pilotes sont morts de faim et dès la première course à Kyalami, dans un Grand Prix à rebondissement, Mark Blundell offre à Ligier son tout premier podium depuis 1986. Enfin, Ligier semble avoir retrouvé la forme et Kyalami ne sera pas un cas isolé. La JS39 à moteur Renault se montre compétitive. Blundell termine 5ème à Interlagos et à Saint-Marin, c'est Martin Brundle qui prend la 3ème position. Les deux British entrent régulièrement dans les points et Blundell offre à Ligier un 3ème podium lors du Grand Prix d'Allemagne. Cette saison est une réussite. Et alors qu'enfin le sportif fonctionne bien, c'est maintenant l'extra-sportif qui pose problème. Cyril de Rouvre a changé l'image de Ligier mais se retrouve en proie à des soucis judiciaires, plus précisément pour escroquerie. Celui dont le rachat correspond au retour en forme de Ligier doit maintenant vendre ses parts. Et il possède 85% des parts de l'écurie. Et cette revente forcée attire notamment les regards d'une personne, Flavio Briatore. Évidemment, il n'y a pas que Briatore qui est intéressé par le rachat de Ligier. Il y a aussi Gérard Larousse ainsi que le duo Philippe Streff-Hugues de Chaunac. L'année 1994 démarre donc dans une situation délicate pour les Bleus. Cyril de Rouvre doit vendre son équipe. Avec cette intersaison mouvementée et des finances limitées, Gérard Ducarouge n'a pas pu concevoir une nouvelle voiture. Pour piloter cette JS39 évoluée, c'est le retour d'un duo français avec le revenant Éric Bernard et le champion F3000 Olivier Panis. Mais il faut dire que le sportif est plutôt secondaire tant le rachat de Ligier est important. Dans cette histoire, l'État français a une responsabilité importante car le sponsor principal de Ligier, c'est toujours Gitane et la Seita. D'un autre côté, Gérard Larousse est ami avec la ministre des Sports Michèle Alliot-Marie et c'est donc un soutien important. De l'autre, Philippe Streff est ami avec le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy. Comprenez bien que cette affaire est assez délicate à gérer et bien plus complexe que ce que je vais vous raconter, parce que je me garde ça pour un autre épisode. Ça mérite clairement un épisode dédié. Au final, celui qui a le dossier le plus solide dans cette affaire, c'est Flavio Briatore qui souhaite donc acquérir Ligier pour mettre la main sur les moteurs Renault. Sachant qu'un accord de principe a été passé entre Benetton et Renault pour 95, c'est assez logique. Puis l'Italien a le soutien des parties les plus importantes de l'affaire. Sans oublier que les candidatures de Gérard Larousse et du duo Streff-de Chaunac s'affaiblissent entre elles à cause des histoires politiques. Et oui, Ligier, un partenaire historique de la gauche face à la droite, selon eux, ça ne peut pas marcher. Bref, résultat des courses, Flavio Briatore rachète Ligier à l'aube du Grand Prix de Saint-Marin 94. De plus, en rachetant Ligier, il s'engage à garder l'écurie en France. Ce qui était une crainte pour plusieurs parties. Après ce rachat, Briatore réorganise Ligier. Certes, l'équipe reste basée en France, mais la voiture de 95 sera construite à Henston sous la direction de Franck Derny. De plus, Cesare Fiorio prend le rôle de team principal et Gérard Ducarouge se retrouve contraint de poser sa démission. Et puis surtout, Benetton et Renault officialisent leur partenariat pour 95. Ce qui était la motivation première de Briatore dans ce rachat. C'était pas je sauve l'écurie Ligier parce que vive le sport. Non, il voulait mettre la main sur les moteurs Renault parce que moteur Renault dans la Benetton, ça pouvait concurrencer la Williams Renault. Mais bref, regardons le sportif. Bon, il faut dire que ce n'est pas aussi bien qu'aspéré, même si les deux pilotes se démènent. Olivier Panis montre d'ailleurs de très belles choses. Les Bleus naviguent dans le milieu du paquet et doivent attendre le Grand Prix d'Allemagne pour briller. Dans cette course folle d'Hockenheim, Panis et Bernard réalisent une course sage qui leur permet de prendre la 2e et 3e position. Un double podium inattendu mais qui fait très plaisir à Ligier. Au Grand Prix suivant en Hongrie, Panis prend un nouveau point avec une 6e place. Puis en Australie, le Grenoblois achève sa première saison prometteuse par une 5e position. Dans la numéro 25, Bernard se voit injustement remplacé par Herbert en Europe.
En fait, Briatore voulait placer l'anglais dans la Benetton, mais il ne pouvait pas parce que Verstappen avait encore une course de contrat. Du coup, il le fait patienter chez Ligier. Bernard désormais limogé, c'est Franck Lagorce qui termine la saison avec Ligier, bouclant ainsi ses 2 seuls Grands Prix de Formule 1. Quand on regarde le tableau des scores, Ligier termine 5ème en 93 et en 94, il termine 6ème. C'est vraiment bien après une longue période de disette. Et 95 s'annonce plutôt bien également. En effet, point positif pour Ligier dans le rachat de Briatore, la JS41 ressemble fortement à la Benetton, ce qui leur sera reproché. Les moteurs Renault étant passés du côté de l'écurie mère, Ligier reçoit des moteurs Mugen Honda, qui sont vraiment corrects. Moi c'est bien. Enfin, Tom Walkinshaw prend les commandes de l'écurie. Pas mal, c'est du solide. Olivier Panis est naturellement conservé et le deuxième baquet alternera entre Martin Brundle de retour et Aguri Suzuki, pilote Honda. La saison s'annonce correcte. L'Isérois Panis vit une deuxième saison en dents de scie. Bien qu'il ait quelques contre-performances, Olivier termine 6ème en Espagne et 4ème au Canada et à Silverstone. Brundle n'est pas en reste et il décroche la 3ème place en Belgique. Panis rétorque tout simplement avec la 2ème position du Grand Prix d'Australie, manche qui clôt le championnat. Ligier confirme son retour en forme et prend la 5ème position du championnat constructeur. Même si l'Isérois a connu une saison parfois délicate, il apparaît comme un leader naturel pour 96. D'autant plus qu'à ses côtés, ce sera le Brésilien Pedro Diniz, pas le pilote le plus rapide, mais ce dernier apporte des soutiens importants avec Parmalat. Et Ligier en a besoin car leur budget a sacrément été réduit, ce qui a entraîné pas mal de licenciements et de déménagements vers l'Angleterre. Au final, cette écurie qui a longtemps défendu le Made in France via Guy Ligier se retrouve bien internationalisée. Et croyez bien que ça emmerde Guy qui fait appel à ses amis du gouvernement pour réagir. Et c'est ainsi que Tom Walkinshaw est évincé, ce qui entraîne également le départ de Franck Dernier. Une volonté d'écurie française revoit le jour et plusieurs parties se montrent intéressées. C'est la genèse de Prost Grand Prix en réalité. Mais Flavio Briatore calme tout le monde et rappelle que Ligier c'est encore à lui. Autre chose à noter pour 96, c'est le changement du cigarettier partenaire. Gitane laisse sa place à Gauloise. La fin d'une grande aventure. Bref, la saison 96 semble s'écrire dans le ventre mou du peloton. La Ligier n'est pas aussi bonne qu'en 95. Et pourtant, il suffit d'un jour parfait pour rendre une saison moyenne inoubliable. En effet, le 19 mai 96, Olivier Panis, qui part en 14e position du Grand Prix de Monaco, passe entre les gouttes d'une course à élimination. Non sans prise d'initiative décisive et d'un pilotage pointu, l'Isérois se place en potentiel vainqueur. Damon Hill et Jean Alesi, leaders successifs, renoncent et c'est bien la Ligier qui prend les commandes. Au terme de 2 heures de course, risquant la panne d'essence, Olivier Panis s'offre sa première et unique victoire en Grand Prix, ainsi que la 9e et dernière de Ligier. Voilà 15 ans que cette écurie mythique de la Formule 1 n'avait plus gagné, depuis le Grand Prix du Canada 1981 avec Jacko. De plus, avec cette victoire, Panis offre le 50e et dernier podium à l'écurie de Guy, un jour de gloire qui rappelle une époque révolue. Son fondateur fond en larmes devant de si belles images, et on le comprend. Ce Grand Prix de Monaco détonne dans la saison 96 de Ligier. Panis n'entre qu'une seule fois dans les points, mais son statut a changé. Il pourrait regagner éventuellement si son équipe lui en donne les moyens. Durant cette saison, les différentes ambitions des parties prenantes se sont fait sentir. Beaucoup veulent faire de Ligier une écurie France, mais Ligier ne peut pas le faire d'elle-même. Seule Ligier est vouée à disparaître. Le sursis qu'aura offert Briatore a été précieux. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Détenteur d'encore 15% de l'écurie, Guy cède ses dernières parts à Flavio. Mais la volonté nationale prend le pas sur toutes les autres ambitions et Flavio Briatore accepte de vendre Ligier à Alain Prost, enivré par l'idée d'un succès 100% tricolore et bercé par beaucoup de promesses. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. En attendant, le Grand Prix du Japon de 1996 est le 326e et dernier Grand Prix de Ligier. Après une aventure de 20 ans en Formule 1, Ligier va être relativement discret. Ils reviennent dans les années 2000 en rachetant le constructeur français Martini. Sortira alors la F3 Ligier JS47, mais qui au final restera au second plan et sera utilisée uniquement dans les petites catégories de F3. D'autres constructeurs lui ont été préférés. Ligier retrouve par la suite le prototype avec la JS49 qui va évoluer dans le championnat V2V. Mais là encore, c'est assez discret. En fait, il faut attendre les années 2010 pour voir Ligier revenir au premier plan. En effet, il se trouve que le constructeur Onrock automobile de Jacques Nicolet, peut-être mieux connu sous le nom de son écurie de course Hawk Racing, s'associe avec Ligier. Cette association débute donc en 2013 et Jacques Nicolet ressuscite le nom Ligier. Ce nom mythique du sport auto français reprend du service dans différentes catégories prototypes. En 2014, la Ligier JSP2 voit le jour et cette marque retrouve donc les 24 heures du Mans.
Parmi les équipes ayant fait confiance à Ligier, on retrouve le Panis Barthès Competition. Tout un symbole de voir le dernier vainqueur de Ligier faire de nouveau confiance à ce constructeur. Cette voiture a par exemple gagné les 12 heures de Sebring, les 24 heures de Daytona et le Petit Le Mans 2016, avec le patron ESM. Malheureusement, si les Ligier JSP2 puis les GSP 217 obtiennent de bons résultats, les Oreca 07 s'emparent du marché par de meilleures performances. Mais durant ces années-là, un triste événement a lieu. En effet, le 23 août 2015, Guy Ligier s'éteint à l'âge de 85 ans. Guy aura eu plusieurs vies, aura trouvé tardivement sa vocation. Celle-ci l'a conduit à fonder l'une des écuries les plus emblématiques du sport automobile français. Son caractère bouillant et parfois maladroit traduit toute la passion qui animait le personnage. Grâce à son association avec Jacques Nicolet, son nom résonne encore. Car outre le LMP2, Ligier évolue en LMP3 avec la JSP3 avec de très bons résultats. N'oublions pas la F4 US où Ligier fournit les monoplaces. À l'image d'Oreca, Ligier sert de support pour d'autres constructeurs, par exemple Nissan en catégorie DPI. Depuis quelques années, Ligier a son championnat monomarque avec la JS2R. Cette dernière reprend avec succès les codes de la JS2 des années 70. Mais surtout, Ligier fait partie des acteurs de l'hypercar. En effet, le LMDH s'appuie sur une base fournie par 4 constructeurs, Oreca, Multimatic, Dallara et Ligier. La première LMDH à utiliser un châssis Ligier va débarquer en 2024 avec la Lamborghini SC63 et ainsi, les 4 constructeurs seront représentés en LMDH. L'aventure Ligier n'est pas terminée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis également quelques liens en description, soyez curieux. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Ligier. À la prochaine. Oh, je suis content d'en arriver au bout. Ah, c'était long, c'était éprouvant. Ça fait plus d'un mois que je travaille sur cette vidéo et franchement, j'ai vraiment kiffé parce que c'est riche, c'est 30 ans, plus de 30 ans, 40 ans d'histoire, hein, que tu traverses. C'est dingue et j'espère avoir réussi à le retranscrire du mieux possible. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Parce que j'ai donné de ma personne et c'était avec plaisir. Voilà, Ligier quoi. Même si, quand même pondérer certaines choses, hein. Le Ligier actuel n'a plus grand chose à voir. Quelques trucs, oui, forcément, ils sont toujours basés à Manicourt, c'est le nom Ligier, c'est un héritage avec les châssis qui portent les noms JS pour Josh Lesser, toujours là. Mais c'est pas pareil que le premier Ligier, quoi. C'est pas la même chose. Et m'en voulez pas si j'ai pas parlé des voitures sans permis, hein. Je veux pas, je voulais pas, vous me comprenez, hein, je veux pas. C'est fou le décalage entre faire quelques-unes des voitures les plus performantes au monde et des voitures sans permis, quoi. Ouais. Des bisous.